passer à la table ronde suivante. L'année dernière, je le disais, Monsieur Lefebvre, vous allez rester avec nous. Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Ah, voilà, hop. On y est. L'année dernière, nous avions eu l'honneur d'assister à la remise lors des assises, je le disais tout à l'heure, du manifeste logement. Quelles sont les attentes des Français? Un manifeste pour l'avenir. Une initiative du groupe Se Loger qui, après plusieurs mois de travail, de réunion des contributions d'un collège de penseurs, reflet de notre filière, comme celle des professionnels et des particuliers. Tout cela, il remettait donc un ensemble de propositions à l'image de notre vocation en cette journée pour agir ensemble. Cette année, nous sommes ravis de continuer à suivre cette initiative avec le groupe Se Loger et Aviv et Meilleurs Agents cette année. Et donc, il y a eu une suite à ce manifeste et non des moindres. Pour en parler, donc merci d'accueillir Thomas, de rester avec nous. Donc, Thomas Lefebvre, vice-président Data Science, et monsieur Henri Buzicazo. Ravi de vous revoir aujourd'hui, Henri, donc président fondateur d'INEMSI, parrain du Club des penseurs by Aviv. Peut-être Thomas nous rappeler en quelques mots l'origine de cette démarche. Pourquoi Aviv, avec Se Loger, a voulu s'engager sur ce chemin? Rebonjour, je suis ravi d'être avec vous, en tout cas de rester avec vous au nom du groupe Aviv qui comprend en France donc, les marques Se Loger et Meilleurs Agents. On est ici donc pour restituer les travaux du Club des penseurs. Le Club des penseurs, c'est quoi? C'est un collectif qui est composé de personnalités influentes de l'industrie immobilière pour faire avancer la question de l'immobilier. Nous avons créé ce groupe l'année dernière au moment des présidentielles, puisqu'on trouvait que le logement était absent des débats et c'était pour essayer de remédier à cette problématique. Parce qu'on pense que chez Aviv, les solutions ne pourront se trouver que si on y travaille collectivement. C'est dans cette démarche donc, que nous avons créé le Club des penseurs l'année dernière, qui est un lieu de débat collectif et multidisciplinaire. Dans le cadre de ce club, on s'est réunis plusieurs fois, et notamment 4 rencontres autour de thématiques jugées prioritaires par le groupe. Nous avons parlé de la primo-accession, nous avons parlé du développement de la construction de logements collectifs, du développement de l'investissement locatif, mais aussi de la transmission de patrimoine et du logement de nos aînés. Donc vous le verrez dans les échanges avec les penseurs lors des 2 tables rondes. Grâce à cette approche collaborative, des pistes concrètes et des mesures applicables ont émergé à court et moyen terme pour inspirer, on va dire, la décision publique, politique et l'évolution des pratiques professionnelles en matière de logement. J'en profite donc pour remercier l'ensemble des penseurs professionnels qui ont contribué à cette démarche depuis maintenant un peu plus d'1 an, et en particulier cher Henri Buzicazo, parrain du club, à qui nous avons confié la mission d'animer ce club, de faire vivre ces échanges pour qu'on conserve cette diversité de paroles, tout en identifiant des solutions nouvelles au-delà des constats. Il va d'ailleurs vous en dire quelques mots. À toi, Henri. Et moi, je m'en vais, du coup, cette fois. Cette fois, je m'en vais. Je salue ce que je n'ai pas encore vu. Merci de prendre part à cette dernière séquence, je crois, de ces assises. Tout à fait. C'est une démarche très originale, quand même, au départ. Alors, c'est très original. Je dirais 2 choses. D'abord, c'est sans doute nous qui avons soufflé au président de la République l'idée du Conseil national de la refondation. C'est-à-dire qu'en fait, la décision publique, aujourd'hui, elle ne prend pas forme comme elle le faisait il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Comment ça se passait? Les pouvoirs publics consultaient les organisations professionnelles seulement, se forger une opinion sans autre capteur. Et aujourd'hui, parce que l'univers c'est compliqué, bien sûr que les corps intermédiaires continuent à compter. Et parmi les penseurs du Club des penseurs, il y a des responsables d'organisations professionnelles, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On consulte aussi des patrons d'enseignes, d'entreprises, des experts à titre divers, des personnalités qualifiées. Et il y a une plus grande richesse à l'origine de la décision publique. Et le Conseil national de la refondation, il a rendu ses conclusions hier. Il y a une grande déception. Bon, je sais qu'elle s'est exprimée ici toute la journée, ailleurs aussi, On en parlera quand dans même les un médias. petit peu aussi Voilà. Bon. Il n'empêche que, et là je suis sérieux, l'intuition qu'a eue le président de la République, c'est pas nous qui l'avons inspiré, ça c'est pour faire sourire, l'idée qu'il faut multiplier les capteurs, créer des espaces ouverts, désilotés,
eh bien, cette idée-là, elle a inspiré le CNR et elle avait inspiré notre propre intuition, consistant à dire on va créer un club de penseurs. Alors, le mot penseur, on peut le trouver un petit peu pompeux, bon, et en fait non, parce que quand on est aux affaires, qu'on fait du crédit, de la promotion, de la vente, eh bien on est amené à réfléchir à son activité de manière très libre. Voilà, le club des penseurs, c'est ça, c'est décloisonné, c'est décomplexé, c'est amical, voilà, je vais jusqu'à dire ça, parce qu'après une année de fonctionnement, puisqu'on a prolongé nos travaux, hein, on les avait menés pour les élections présidentielles et législatives, et on s'est dit, avec le groupe Aviv, avec Se Loger, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas proposer qu'on continue? On l'a proposé et tout le monde était d'accord. Voilà, donc maintenant on se connaît bien, il y a une très bonne entente. Ce cercle, il n'est pas forcément fermé, il peut être enrichi, mais c'est vrai qu'il est déjà assez protéiforme, hein, il est riche. Voilà, donc CNR, Club des penseurs. Et alors, deuxième chose, jusqu'à hier, je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas annuler cette séquence des assises? C'est-à-dire si vraiment ce qu'on a soufflé au pouvoir public est repris à 100%, même à 80%, on ne va pas s'embêter à faire une table ronde, à mobiliser de l'attention. Bon, franchement, on n'est pas en chômage technique. Voilà. Hein, c'est ce qui sort du plan non abouti, on va dire comme ça, qui est tombé hier. Eh bien, il faut qu'on continue à inspirer la réflexion, à pousser en mêlée, hein, parce qu'on n'a pas encore marqué, et on va le faire avec cœur. On ne peut pas non plus dire, quand on est attentif à ce qui est sorti hier, que nous n'avons rien inspiré. On ne peut pas dire ça. Je vois que dans la commode, les tiroirs qui ont été choisis par Matignon, bah, c'est des tiroirs qu'on a désignés. Il y a les thèmes là, que Thomas a évoqués et d'autres qu'on avait traités. Ils sont tous évoqués. Ce sont des pistes qui ont été choisies par Matignon. Ce n'est pas abouti. Pour moi, la copie, elle est brouillonne, hein, si je peux parler comme un ancien prof que je suis. Mais voilà, et je ne suis qu'optimisme, et les penseurs, en plus je l'ai dit, il y a une ambiance amicale, eh bien on se voit avec plaisir et avec un objectif d'avancer qui est lui très sérieux, mais on se voit avec plaisir et on va continuer, on n'a pas complètement tout gagné, on va continuer. Et aujourd'hui encore une étape justement, en tout cas nous aux Assises on est ravis de vous accueillir à chaque fois à nos côtés, et donc pour commencer peut-être ce qui est intéressant nous justement à ce qui fait encore plus l'actualité aujourd'hui, la crise du logement neuf et de l'investissement locatif privé, pour en parler donc avec vous Henri, merci à Madame Cécile Rockler, directrice des études chez Empruntis de Montée-sur-Seine, et Didier Bélier-Gagnère, délégué général de la FPI. Alors on a fait un exercice à la fois difficile, on pourrait dire cruel, mais il ne l'est pas puisqu'on est entre amis, c'est qu'on a pris des porte-paroles. Hein, tout à fait. Puisque le club, c'est une cinquantaine de personnes. Lors de nos rencontres, au gré des intérêts, des spécialités, je dirais, on était 10, on était 12 par thème. Donc tout le monde a travaillé, mais pas sur tous les sujets. Et là, on a pris de porte-parole, Cécile et Didier, pour parler de ce sujet. Et dernière chose, d'évidence aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de la décision publique, ni des financements publics. Non pas parce qu'on a un exécutif qui ne voudrait pas, qui serait sourd, ça c'est un autre sujet. Bon, à nous d'arriver à convaincre, mais parce que les fonds publics manquent, voilà, et parce que dans tous les domaines, notamment le nôtre, l'innovation, la responsabilité des acteurs, ça compte aussi. Voilà. Et on s'est employé, c'était le cahier des charges, la dernière fois aussi, l'an dernier, je l'avais dit, mais je le redis, à ne pas tout mettre sur le dos des pouvoirs publics. Donc il y a des choses qui relèvent des pratiques professionnelles, des évolutions. Voilà. Tout n'est pas une supplique adressée au gouvernement ou au Parlement. Alors peut-être rappeler quand même les enjeux ici en présence très rapidement, ou peut-être qu'on les connaît quand même assez tous, on les a pas mal vus aujourd'hui. Donc cette crise du logement actuel, cette préoccupation des constructeurs et des promoteurs que vous représentez également, Monsieur Bélier-Gagnère. Donc peut-être sur ces questions-là, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Je vais commencer par vous, Monsieur Bélier-Gagnère.
Vous avez fait plusieurs constats, les constats on les partage tous. Aujourd'hui il faut se projeter, peut-être forcément avoir une petite réaction à ce que vous avez entendu hier avec Henri, mais aujourd'hui les solutions des clubs de penseurs aujourd'hui, quelles sont-elles? Alors, avant d'aborder les solutions et les pistes évoquées par le Club des penseurs, je voudrais juste faire une observation sur le CNR, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Alors, peut-être qu'on va pouvoir me l'expliquer. Effectivement, on a travaillé pendant de longs mois. Hier, il y avait la restitution des travaux du CNR, donc les conclusions ont été présentées. Certaines conclusions étaient très intéressantes, notamment le groupe 2 pour relancer la construction de logements. Et puis, c'est comme si on était tombé dans une quatrième dimension. On a ensuite le discours de la Première ministre et aucun lien entre les travaux du CNR et les propositions de la CNR, de la Première ministre. Donc j'aimerais comprendre ce qui s'est passé entre les deux, mais c'est quand même très étonnant. Bon. Remarque sur le CNR. Les réflexions du club des penseurs et les pistes que l'on a évoquées, d'abord je vais essayer de les structurer en deux temps. Il y a bien sûr des solutions conjoncturelles et puis des solutions structurelles. On a l'habitude de dire en fait à la FPI que le logement c'est un malade chronique qui maintenant est dans les urgences. Malade chronique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment et on est plutôt sur le sujet de la crise de l'offre et notamment le malthusianisme de nos concitoyens qui se retrouvent dans les politiques mises en œuvre par les élus municipaux. Donc, je passe très rapidement, mais on avait quelques mesures pour relancer et qui ont été reprises par le CNR, notamment d'une aide sous une forme ou une autre, mais des maires bâtisseurs. On a appelé ça plutôt les maires engagés, un mécanisme de plus-value inversée sur la TVA, des questions de servitude de l'antécédé minimale. Enfin, on avait énormément de propositions pour traiter donc, le sujet de la maladie chronique et donc les sujets conjoncturels. Et puis, depuis novembre, depuis décembre, là, on a vu que le malade était aux urgences et qu'il fallait un électrochoc. Donc, on s'est attelé, et c'est aussi le travail du Club des penseurs, on s'est attelé sur des mesures beaucoup plus conjoncturelles et donc d'intervenir dans l'immédiat et de trouver des solutions. Donc là, il y a un peu 2 ou 3 types de catégories de mesures. Il y a les mesures qui ne coûtent rien à l'État, notamment sur les modalités de financement des futurs acquéreurs. Mais là, je pense que Cécile aura beaucoup de choses à dire et beaucoup plus pertinente et professionnelle que moi sur ces sujets. Et après, il y a aussi des mesures, effectivement, qui peuvent coûter à l'État, mais on s'est gêné aussi à trouver des choses. Comme le disait Henri, on a un État face à nous qui est totalement impécunieux. Quand on a rencontré ces dernières semaines à la fois Gabriel Attal et Bruno Le Maire pour échanger sur les solutions que l'on pouvait mettre en œuvre, on a très bien vu que dans leurs yeux, il y avait quand même la notation de Standard & Poor's qui arrivait et une certaine inquiétude. Et il fallait surtout avoir une vraie trajectoire des finances publiques. Donc les mesures coûteuses n'étaient pas les bienvenues, on le comprend. Mais dans nos solutions, dans nos propositions, il y avait notamment une mesure qui consiste à exonérer des droits de mutation à titre gratuit dans le cas d'une donation ou d'une succession d'un logement neuf acheté en VFA. Et l'argument que l'on portait, c'est de dire, écoutez, c'est quand même une recette immédiate, puisque vous avez des recettes de TVA, et au moins dans le cadre de la succession, le coût pour l'État vient beaucoup plus tard. Donc c'est un peu donnant-donnant, quoi, ou gagnant-gagnant plutôt. C'est-à-dire que c'est pour les pouvoirs publics des ressources supplémentaires, le moyen de réenclencher la machine et de permettre à nouveau de produire des logements, d'aller chercher éventuellement... Preuves, hein, il n'y avait pas déjà eu cette idée il y a quelques années? Absolument, ouais, tout à fait. En 93, ouais, c'est ça? ouais. Oui, On est allé marche, chercher, ça marche, Henri, ne vous inquiétez pas. On est allé chercher, effectivement, on est remonté dans le temps. Et comme par hasard, l'ironie de l'histoire, c'est que on a une crise qui fait suite à une guerre. La guerre en Ukraine a quand même une conséquence forte avec la hausse des taux, toutes les conséquences sur le logement. Et quand on regarde les chiffres, on retrouve les niveaux de production ou des baisses de production que l'on a connues dans les années 90, suite à la première guerre du Golfe. Et à l'époque, il y avait des solutions. Cette solution que je viens d'évoquer, qui avait été mise en œuvre et qui avait produit justement ces effets. Donc pourquoi ne pas retenter et reprendre un petit peu les bonnes vieilles mesures qui ont existé dans le temps? Donc avec cette idée, on le sent, ce consensus aussi de dire que finalement, on voit souvent le logement comme quelque chose qui coûte, mais c'est aussi quelque chose qui peut rapporter, mais à la fin, c'est surtout que c'est quelque chose qui loge. Absolument.
Bien sûr. On a Les chiffres, ils sont clairs, on peut les rappeler. C'est bon de les avoir à l'esprit. Alors, on les répète, on n'a pas convaincu. Le budget du logement, au moment où on parle, c'est un peu plus de 36 milliards d'euros. On l'a connu à près de 45. Hein. Donc déjà, le président Macron, depuis 6 ans, l'a réduit de manière tendancielle. Le prochain budget devrait être en retrait de 2 milliards. Donc on arriverait vers la fin de la législature à 30 milliards au train où vont les choses. Bon. Et ce que rapporte à l'État, le même logement, avec la TVA en particulier, sur le logement neuf, c'est près de 92 milliards. Donc on n'a pas à rougir de l'équilibre. Alors après, selon qu'on a une vision comptable ou une vision d'économiste, sur un exercice ou sur 2 ou 3, c'est pas pareil. Mais enfin, la réalité, elle est là. Hein, donc il n'y a pas de problème. Alors le point aussi important, ce qu'on disait, c'est cette nécessité d'encourager aussi les investisseurs. Les investisseurs, ils sont plus trop là maintenant, et notamment l'investisseur particulier. Oui, alors malheureusement, ils souffrent des conditions d'accès au financement. On parlait de crédit tout à l'heure, ça joue beaucoup sur le prêt à taux zéro et l'accès de la primo-accession, hein, les mesures. Mais aujourd'hui, être un investisseur, pour ça, il faut accéder au financement, il faut avoir des dispositifs qui nous engagent vers ça. Aujourd'hui, on a besoin, vous le disiez, de se loger. Et pour se loger, on a besoin de petits propriétaires bailleurs. On a toujours l'image de l'investisseur qui est une personne qui détient beaucoup de biens et qui roule sur l'or, si vous me permettez l'expression. Mais en fait, nous, ce qu'on a constaté en prenant les chiffres justement dans le club des penseurs à vivre se loger, c'est que le propriétaire bailleur, en fait, il détient moins de 2 biens, en général 1,2. Et en fait, le propriétaire bailleur, c'est celui qui va vous permettre de vous loger. Et puis, si on se projette un peu plus loin, c'est celui aussi qui va pouvoir payer sa retraite. Pourquoi pas sa dépendance? Et aujourd'hui, se loger maintenant, mais aussi pour demain, c'est essentiel. Et pour ça, on a besoin d'investisseurs, on a besoin de dégoupiller le système du financement et de continuer à inciter les ménages français à investir dans la pierre. Alors comment finalement on peut faire ça? C'est aussi avoir une certaine stabilité des dispositifs, ce qui nous manque un peu aujourd'hui. Alors clairement, hein, c'est d'ailleurs un des sujets les plus anxiogènes pour les investisseurs, c'est cette instabilité, les dispositifs qui changent. Alors on avait de la chance, on en avait. On en aura beaucoup moins à l'avenir a priori, mais effectivement il y a besoin de stabilité pour pouvoir se projeter. On parle de gestion de son patrimoine et quand on met de l'argent tous les mois dans un bien immobilier, on a déjà des incertitudes vraies ou fausses qui sont liées à la vacance locative, à la dégradation du bien, à la relation avec un locataire. Mais si en plus on ne sait pas à quelle sauce on va se faire manger demain, ça crée beaucoup d'incertitudes. Alors vous allez me dire, plus de Pinel, ça résout le problème, hein, il n'y aura plus d'incertitudes, sauf qu'en fait il n'y aura plus non plus d'incitation. Et quand on voit aujourd'hui les taux de crédit et donc le coût de l'investissement dans l'immobilier, on peut se poser la question de savoir qui aura encore envie d'investir si toutefois on construit. Et si toutefois on construit L'une des difficultés du plan qui a été imaginé, bon, il a 5 ou 6 grosses faiblesses, mais il y en a sur la primo-accession, certes, le prêt à taux zéro, alors il est prolongé, mais ses ailes sont rognées, il manque de lisibilité, voilà, bon. Pour l'investissement locatif, il n'y a rien. La décision est prise de supprimer le Pinel, c'est-à-dire qu'il y a une date d'extinction, il y a un Pinel Plus qui est tellement conditionné que le rendement locatif n'est pas au rendez-vous et que donc il n'est pas sexy, que donc il ne marche pas, voilà, pour simplifier. Bon. C'est une façon de l'éteindre élégamment. Très bien, on dit plus de niche fiscale. On peut entendre ça. Mais qu'ensuite, il n'y ait pas la reconnaissance du service apporté par l'investisseur. Il apporte un service logement, c'est un entrepreneur en fait. Et donc, il a un bien qui subit une usure, il a des charges d'exploitation. Et ce qui a été imaginé, c'est un statut fiscal avec de l'amortissement. Il pourrait y avoir plusieurs vitesses d'amortissement. Il y a plusieurs schémas qui ont été imaginés, mais la logique, c'est celle-là. Et bien sûr, une reconnaissance des charges aussi, et une imputation de ces charges. À ce jour, ce qui est sorti hier, c'est pas non. Quand on lit les propos de la Première ministre ou d'autres, on réfléchit. Bon, le seul truc, c'est que on ne peut pas dire à l'investisseur, bah, écoute, ça c'est fini. Là, pour l'instant, il y a un trou d'air. Hein, il y a un trou d'air. Donc l'avion, voilà, hein, et puis après, on verra. Ça, c'est pas jouable. Ça, c'est une faute politique. Et l'investisseur, effectivement, il a besoin d'être rassuré. Aujourd'hui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il n'y a rien. Alors, je fais partie des optimistes, comme tous ici. Donc, on fait des propositions. Pour moi, elles porteront des fruits. Et deuxième chose, Cécile a dit une chose au début. Elle a parlé des investisseurs, personnes physiques, en fait, hein, les ménages. Ils ont un logement, 2 logements.
client des promoteurs, client des agents immobiliers pour acheter de l'existant, peu importe. Le dogme, depuis 2 ans, véhiculé au plus haut niveau de l'État, c'est on va faire confiance aux investisseurs institutionnels. Parce que eux déjà ils vont pas nous embêter quand il s'agit de rénover tout un immeuble dont ils sont propriétaires à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Ils vont pas nous demander ma prime rénov. Bon, il faudra 20 millions, 30 millions, ils vont le faire. Alors, c'est pas sérieux. Les zinzins, comme on dit, quand on a, j'ai cette chance, c'est une chance, voilà, 35 ans de visibilité, de profondeur historique. Ils ont été parfois au rendez-vous de l'histoire. Ils sont sortis du résidentiel il y a une 30aine d'années. Il y a des moments où ils sont un peu revenus, voilà, puis repartis. Bon. Ils obéissent à des stratégies complexes et à des stratégies. Les ménages n'ont pas de stratégie complexe. Ils assurent leur retraite, ils constituent un patrimoine, ils veulent le transmettre à leurs enfants, c'est extrêmement simple. Et c'est éternel. Donc, l'erreur des pouvoirs publics actuels, à nous de continuer à leur démontrer, c'est que miser sur les investisseurs institutionnels n'est pas la bonne voie. Ceux qui nous apporteront, ce sera du goodwill, comme on dit. Moi, si demain on me dit, je ne sais pas, Gessina, telle grande enseigne, allez, reviens massivement sur le logement, mais j'en suis ravi. Mais peut-être que dans 5 ans, ils repartiront, parce qu'un conseil d'administration décidera autrement. Donc, la politique de l'investissement locatif, singulièrement dans le neuf, elle doit se fonder sur les particuliers et elle doit proposer aux particuliers ce qu'évoquait Cécile, un régime stable, lisible, pas compliqué et intelligent. Voilà. Et en plus, avec cette possibilité de pouvoir aussi investir dans du locatif social, du coup, oui, et donc avoir cette carotte qui permettrait de... On peut l'éco-conditionner, alors éco qui peut s'entendre écologiquement et économiquement. On peut dire, si vous achetez un logement très vertueux, ben, vous avez un meilleur amortissement, enfin, il y a une contrepartie fiscale meilleure, donc on vous donne envie d'acheter un logement de très bonne qualité, dans le neuf ou dans l'existant rénové, et on peut vous dire aussi, alors il y a des dispositifs qu'il faudrait supprimer à ce moment-là, parce qu'on mettrait tout sur celui-là, ou si vous acceptez un loyer social ou intermédiaire, donc vous faites un effort, vous perdez du rendement locatif, eh bien votre fiscalité vous restitue le rendement locatif. Monsieur Belligalia. Juste un petit compliment par rapport à ce que dit Henri. Lui, il est peut-être plus optimiste que moi et donc il sent qu'on étudie, etc., etc. Moi, je suis plus... J'attends de voir. Hein, et surtout, je considère... Alors, on est critiqué pour ça, mais tant pis, je le dis quand même. Mais je considère que à partir du moment où on est dans une crise, c'est pas le moment d'enlever la béquille au malade. Si on enlève une béquille au malade, il va s'effondrer et ce sera encore plus la catastrophe. Donc c'est vrai que à la FPI, nous on milite. On a travaillé bien sûr sur ce statut, mais là, vu la conjoncture et vu la situation, on milite en fait pour revenir sur le Pinel d'avant 2022, effectivement pour les raisons que vient d'évoquer Henri, c'est-à-dire que les mesures ou les critères de qualité d'usage, ça passe encore, mais de performance environnementale, ont été tellement bien calibrés que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous avez plusieurs critères qui rentrent en opposition. Critères RE2020 d'un côté, DPEA de l'autre, les moteurs de calcul ne sont pas les mêmes, vous êtes RE2020, mais vous ne serez pas DPEA, vous serez à la limite DPEB. Ça ne marche pas. Le Pinel Plus ne marche pas. Donc on dit revenons au Pinel d'avant, le temps que cette crise soit résolue. Et pourquoi on dit ça aussi, c'est que à partir du moment où vous changez de dispositif, vous passez dans un statut, si un jour il est mis en place, on change de paradigme. C'est une autre façon de faire. Donc il y a tout un travail de réappropriation. D'abord des réseaux de distribution, mais ça, eux, ce sont les professionnels, donc ce sera assez vite. Mais il faut aussi que les particuliers comprennent, en parlent autour d'eux, voient des réalisations, ils comprennent comment ça marche. Et ça va prendre 2 ou 3 ans minimum avant qu'on atteigne peut-être une vitesse de croisière. Donc c'est pour ça que très prosaïquement, je dis, ne touchons à rien, revenons au Pinel, le temps de passer cette crise et justement profitons de ce temps-là pour peut-être calibrer un nouveau dispositif parce qu'on n'est pas opposé. En cause, en plus sans que ça remette en cause l'engagement de la filière complète sur ces questions environnementales. Hein. L'idée, elle n'est pas de. L'idée, elle n'est pas là. L'idée n'est pas là. Il y a de l'innovation, il y a de la volonté, il y a de l'engagement. Absolument. C'est toute la difficulté en fait de la période qu'on est en train de vivre, c'est qu'on a. La faute n'a pas de chance. Tous les signaux qui sont passés au rouge en l'espace de 18 mois, avec des premiers curseurs qui remontent à bien plus loin, hein, parce qu'on construit
insuffisamment et pas dans les bassins d'emploi où on en a le plus besoin, en tout cas pas à la hauteur des attentes des Français. Mais avec la crise sanitaire, ça s'est amplifié. On a eu une concentration de la demande dans certains secteurs où on n'était pas prêt à développer. Et on parle beaucoup des maires bâtisseurs, mais en fait, bâtir, c'est aussi se préparer à accueillir de nouveaux administrés, avoir des infrastructures, etc. Donc il y a la problématique de construire, mais aussi d'accueillir. Et aujourd'hui, on multiplie les difficultés avec un accès au financement qui est compliqué. On ne parle pas du Haut Conseil de stabilité financière, mais le 13 juin, il y aura une décision qu'on espère tous vers plus d'ouverture sur le crédit. Laissons faire. Rappeler voilà, les critères actuels. Alors aujourd'hui, les banques n'ont pas le droit de prêter pour la quasi-totalité de leur production de crédit sur plus de 35% de ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire votre mensualité de crédit plus votre mensualité d'assurance par rapport à vos revenus, et pas plus de 25 ans. On peut rajouter 2 ans quand on est dans de la promotion immobilière ou dans de la construction. Ces critères-là, en fait, ils sont venus enfermer le marché de l'immobilier parce qu'à un moment, on a jugé que comme on avait un problème d'offre, on allait réduire la demande. Et on allait jouer sur la demande. Et on revient à la problématique de base qui est il faut qu'on construise. Et donc on a enfermé l'offre de crédit en même temps qu'on demandait aux ménages de rénover leur logement, donc avec un accès au financement plus difficile, alors même qu'on avait une loi climat qui est très très bien, mais qui tombe juste au mauvais moment, et au moment où on avait des matériaux qui explosaient et la promotion immobilière qui était déjà en difficulté. Donc en fait, on multiplie les embûches. Et peut-être la seule note positive pour moi du CNR, c'est la mensualisation du taux d'usure qui va perdurer. Oui. On n'en parle pas non plus, mais l'accès au crédit, donc il y a le HCSF, mais il n'y a pas que ça. On va en parler beaucoup lors de la table ronde suivante, qui est sur la primo-accession, j'imagine. Alors, qui joue sur les primo-accessions, mais qui joue en fait sur tous les emprunteurs, parce qu'en fait, ce taux d'usure, c'est la ligne rouge que les banques n'ont pas le droit de franchir. Et malheureusement, quand vous êtes dans une situation de remontée des taux rapides, en fait, ça devient un empêcheur d'emprunter. Et ça, c'est la bonne nouvelle du CNR. Et pour moi, c'est quasi la seule. Je suis toujours optimiste, mais là, j'avoue que je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va continuer à mettre de l'huile dans les rouages du marché du crédit immobilier. Et on ne va pas oublier que construire, c'est aussi construire pour loger des primo-accédants. Et effectivement, c'est le sujet de la table ronde. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui. Plein de choses. Alors on mais peut-être faire, je ne sais pas si c'est déjà le moment de la conclusion ou pas, oui, mais si on y est, simplement peut-être sans doute faire la transition avec le groupe. C'est la dernière table ronde, donc on a le temps jusqu'à 20h. Oh, bah, parfait, bon, hein. Il y a quand même une table ronde après avec M. Lépine. Donc pour faire la transition avec le groupe c'est encore une autre... Pour ça, on a de quoi encore conclure, mais peut-être pour vous deux, déjà conclure pour vous deux. Donc, pour conclure peut-être la transition avec le groupe d'après, c'est que moi ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris du CNR, c'est du message d'Elisabeth Borne, c'est de dire, ben voilà, on a compris, c'est la crise, etc. Bon, on vous maintient, excusez-moi l'expression, mais un petit peu la tête hors de l'eau avec les mesures concernant le rachat de certaines opérations enfin, ou de logements, à la fois par la Caisse des dépôts, 17 000, et puis Action Logement, 30 000, mais on joue, nous, gouvernement, sur la baisse des prix, c'est sain, et on considère que ça va résoudre le problème, ça va resolvabiliser les ménages, etc. etc. Moi, c'est ce que je comprends un petit peu d'Elisabeth Borne. Soit, dont acte. Est-ce que les prix vont baisser dans le neuf? Je n'en sais rien. Le neuf, c'est quand même un prix technique, les coûts de construction, les normes, etc. etc. Ça ne va pas s'envoler comme par miracle, donc je pense qu'au moins une grande partie du prix du logement ne va pas chuter. Après, effectivement, il y a le foncier, il y aura peut-être moins de concurrence ou pression, et donc les prix du foncier vont peut-être baisser, mais c'est quelque chose qui n'arrivera pas tout de suite. Donc encore une fois, le malade risque de mourir guéri. Donc j'ai un doute là-dessus. Mais donc je comprends le message, et je comprends l'autre message aussi, c'est de dire, en gros, ben, aidez-vous et le ciel vous aidera, donc débrouillez-vous. Donc effectivement, il faut qu'on réfléchisse aussi peut-être sur des modalités de financement des acquéreurs différentes, avec des prêts, avec de l'innovation, des remboursements in fine sur 20% du prêt, enfin que sais-je. Mais il y a un sujet sur lequel il faut maintenant que effectivement, enfin, certains ont déjà travaillé et on doit les déployer plus. Bien sûr. Dans le CNR, encore une fois, pour avoir la satisfaction de dire on a contribué à influencer
la réflexion publique, contribuer. On retrouve de l'innovation foncière, le développement du bail réel solidaire, et même qui ne serait pas que solidaire, social, mais qui serait pour le logement intermédiaire. Bon, c'était une inspiration du rapport Laglaise. Oui, souvent, il faut s'y coller à plusieurs pour contribuer. La question foncière, Didier l'a évoquée, elle est survolée dans le plan de relance, mais elle y est avec le foncier public, enfin qu'on remettrait sur le marché. Il faut déjà que l'État sache de quoi il est propriétaire, accessoirement, mais il faut parler du foncier des collectivités locales, il faut parler de la fiscalité des propriétaires privés de terrain, il faut l'inverser pour qu'elles conduisent à vendre plutôt qu'à garder, pour payer moins de plus-value, taxation de plus-value. Donc la panoplie, elle n'a pas été utilisée à fond, mais la question foncière peut conduire, ce que disait Didier, c'est même la seule façon à baisser les prix de construction du logement neuf. Oublions l'inflation sur les matériaux, ça va se calmer, mais autrement, c'est le foncier. Je vous rappelle que ça fait entre 40 et 60% de la formation du prix de logement. Dans l'ancien, c'est différent. Dans l'existant, c'est vrai que les prix sont en train de marquer le pas. Se loger nous éclaire régulièrement sur ces évolutions. C'est une autre logique. Mais il est évident que la question du crédit et du resserrement, du desserrement du crédit est posée. Alors, il y a la mensualisation du taux d'usure qu'a évoqué Cécile, satisfecit, prolongé jusqu'à la fin de l'année. On pourrait même imaginer que ce soit encore prolongé. Prenons ce qui vient. Il y a quand même l'idée aussi que ces critères allaient peut-être bouger. On attend le 13 juin, ces c'est critères, ça? Oui, on attend le 13 juin. Et moi, si vous voulez, je décode un peu les choses. Quand le ministre de l'économie dit je discute avec le HCSF, un grand confrère me disait hier, le patron d'une enseigne, parce que c'est des choses très techniques, il me dit mais il discute avec qui? C'est qui le président du HCSF? Je dis mais c'est lui. Donc, non, voilà, donc soyons sérieux. Je veux croire que discutant avec lui-même, Bruno Le Maire n'a pas l'apparence de la schizophrénie, il va peut-être s'auto-convaincre et que peut-être qu'on va relâcher les critères. Donc je suis optimiste. Un mot, Il Cécile. ne discute pas tout seul, puisqu'il discute quand même avec le gouverneur de la Banque de France, et c'est peut-être là que le bas blesse. Voilà, c'est peut-être ça. Merci en tout cas pour cette première table ronde. Je vous propose de passer à notre thème suivant. Merci à tous les deux. On peut vous applaudir, bien sûr. Parce qu'on l'a entendu, donc cette nécessité d'avoir des mesures d'urgence sur lesquelles vous avez tous parlé, notamment pendant ce club des penseurs, mais aussi parler de temps long et parler un peu plus largement, faciliter l'accès au logement tout au long de la vie, de la primo-accession au grand âge, parce qu'on le sait qu'on a un défi démographique important. Pour parler justement de ce sujet, j'appelle à côté de nous Xavier Lépine, président d'IEIF, vous pouvez l'applaudir, et président de Paris-Île-de-France Capitale Économique. Et Enrique Musard, vous êtes sociologue, coprésident également du club de l'évaluation. Cher Henri, là encore, les défis sont nombreux, que ce soit la primo-accession ou sur cette idée de permettre à tous d'être logés jusqu'à son grand âge. Peut-être faire un peu le point aussi sur ce thème-là. Alors, il y a une notion qui n'est plus évoquée, là encore pour faire partie des fidèles à ce secteur. J'ai encore en tête qu'on parlait de parcours résidentiel. Bon. Ce qui voulait tout dire. On a des besoins au début de sa vie, d'étudiants d'abord, de jeunes ensuite, et puis ça va jusqu'au grand âge. Bon. On n'en parle plus. La réalité reste celle-là. Avec un danger, c'est quand même de se dire que finalement la propriété, c'est pas l'avenir de l'homme, quel que soit l'âge de l'homme en question, et que bon, être logé, ça peut être sous d'autres statuts. La propriété, la constitution d'un patrimoine a toutes les vertus, bon, à tous les âges. Alors c'est pas de la même manière qu'on va le constituer à tous les âges, ça c'est un fait. Il y a place pour de l'innovation, pour de l'ingénierie. Les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, la cherté des logements, l'accès à la ressource plus difficile, la nature des carrières, etc. Mais bien sûr, ce parcours de la primo-accession, c'est-à-dire le premier stade, après la location, ou la décohabitation chez ses parents. En clair, on va faire la première acquisition, c'est ça la primo-accession, il faut le rappeler parce qu'on jargonne beaucoup. Et puis le grand âge, ça va être aussi la propriété de laquelle on fera autre chose, qui peut être aussi un support pour aller financer des soins, pour aller financer un autre type d'hébergement,
Mais encore une fois, la pierre angulaire, c'est qu'à le dire, ce sera la propriété. Voilà. Donc on a travaillé là-dessus. Enrique et Xavier sont deux porte-parole, mais ils ont été spécialement engagés sur ces sujets-là. D'ailleurs, vous avez vu qu'on a pris un très jeune et un moins jeune pour Heureusement, j'équilibre incarner. Voilà. Non, mais bon. C'était un mot. Les deux sont très jeunes et très responsables aussi, et très adultes quand il le faut. Mais Voilà. justement, alors on le sait, donc le constat est là avec ces préoccupations justement de pouvoir accompagner ces parcours de vie. En plus, aujourd'hui, les usages bougent, on ne vit plus de la même manière, la société change, on ne vit plus ensemble de la même manière, ça bouge tout le temps. Justement, donc c'est des constats que vous partagez, j'imagine, Monsieur Lépine. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire? Quels sont les points qu'on peut mettre en place, cette idée de repenser aussi le modèle de la propriété? Bon, il faut revenir, là, une fois de plus, un peu à la base. Grosso modo, de l'après-guerre et les 40 années qu'on suivi, il y avait une diminution des inégalités. Depuis 40 ans, il y a une augmentation des inégalités fortement liées au logement. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a une augmentation des inégalités sociales entre propriétaires et locataires. Celui qui est propriétaire accumule effectivement un montant de capital considérable. Celui qui est locataire, rien. Inégalité territoriale entre zones tendues et zones détendues. Et inégalité générationnelle croissante entre cheveux blancs et cheveux bruns. Je suis entre les deux aussi. Oui, toi, tu es toute catégorie. Et en fait, on a accumulé, mais c'est la résultante d'un certain nombre de politiques qui ont été extrêmement courageuses dans l'après-guerre, extrêmement courageuses. Quand on a créé les crédits à taux fixe au début des années 50, on a quand même dit nous n'allons jamais rémunérer les dépôts et parce qu'on va mettre en place un système d'acquisition qui permet de faire des taux fixes, alors que la majorité des pays étaient contraintes par le fait de rémunérer les dépôts, donc sont à taux variable. Une innovation sociale majeure qui a permis effectivement de développer un parc de propriétaires conséquent. En 67, je vais très vite, mais en 67, quand on a créé le système de VFA, 67 n'était pas une date totalement par hasard. C'était d'une part les conséquences du rapatriement d'1 million de Français d'Algérie dans les années 62 et suivantes. Et c'était aussi l'arrivée à une vingtaine d'années de toute une classe d'âge qui était née dans les années 45. Il fallait construire massivement. Il n'y avait pas ou pratiquement pas la profession de promoteur. Le système automobile, lui, était un petit peu dans la même situation. On n'a pas eu le même soutien de l'économie, le même soutien politique à l'époque. Et ça a incité les constructeurs automobiles à être très fortement capitalisés. Construire un nouveau modèle de voiture, c'est 2 milliards d'euros pour vendre une voiture qui aujourd'hui vaut 50 000 euros. Et à l'époque, c'était à peu près les mêmes ratios. Dans le logement, on a fait l'inverse. On a dit on va faire un système qu'on appelait la vente en état futur d'achèvement qui va permettre de développer une profession avec très très peu de fonds propres. Puisque le bien qu'on vend, on va essayer de mettre 10 ou 15% seulement de fonds propres et non pas 50 ou 100 fois comme dans une voiture. Ça nous a permis des innovations juridiques, financières, très largement financières, exceptionnelles. Et qui d'ailleurs à l'époque n'ont coûté pas un sou à l'État. Et puis depuis c'est plutôt l'inverse. On a plutôt fait des innovations pour répondre à des situations de crise. Donc on a mis en place, d'abord on a fait les lois de 82, on a fait donc sur donner le permis de construire aux maires, il en a usé et abusé. Parfois mal usé, parfois pas assez abusé. Bon, on peut critiquer, mais c'était une vraie réponse à l'époque. Et puis à partir du milieu des années 90, on a commencé à dire, finalement, on va faire un système, on va redonner de la propriété aux particuliers en mettant des systèmes de subventions fiscales, Megnery, puis Périsol et aujourd'hui Pinel, pour permettre à des gens d'acheter pour louer à d'autres qui n'ont pas les moyens d'acheter. Bon, c'est très bien. Je vous rappelle quand même, pour la toute petite histoire,
pourquoi est-ce que le système de retraite par capitalisation a fait faillite en 1945 ? Il a fait faillite parce qu'il était largement assis sur de l'immobilier résidentiel qui générait des loyers. Il s'est trouvé qu'avant-guerre, les loyers ont été bloqués, comme avant la guerre de 14. Simplement, en 1939-1945, on a été occupé. Vous avez une inflation des biens de consommation de 400%, les loyers étaient bloqués, et donc les immeubles n'étaient plus entretenus. Il n'y avait plus les moyens. Donc, si vous voulez, on a l'alpha et l'oméga de l'immobilier. Je ne veux pas défendre la politique gouvernementale, mais vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation où l'épargne des Français, c'est 12 000 milliards d'euros, 6 fois le PIB, dont 8 000 en immobilier, ce qui en laisse 4 000 pour le reste. Sur ces 4 000 pour le reste, vous en avez 1 500 qui sont dans la dette de l'État, un petit milliard qui sont détenus par des Français qui ont leur propre entreprise, petite ou grande, et vous avez 1 000 milliards en actions. La capitalisation boursière du CAC 40, c'est 2 300 milliards, c'est-à-dire qu'au mieux, les Français détiennent 40% de leur entreprise. Et après, les mêmes Français disent on a perdu nos centres de décision, c'est plus en France qu'on décide. Nos entreprises sont détenues par des capitaux étrangers. Est-ce qu'on peut vraiment continuer éternellement comme ça ? C'est un vrai problème de société. Donc, si vous voulez, une fois de plus, je ne suis pas là pour défendre la politique du gouvernement, mais il faut aussi comprendre dans quel égarement est-ce que nous sommes allés. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, et pour passer tout de suite à... Excuse-moi, mais je pense que c'est bien de rappeler les choses sur un ton long. Je trouve ça intéressant d'avoir cette échelle, justement, et donc, du temps. De cette échelle du temps qui est celle du temps immobilier. Donc, aujourd'hui, on a une situation où les prix sont totalement inabordables. Ils sont inabordables pour énormément de gens dans les zones tendues et pas uniquement les primo-accédants. Vous pouvez rajouter les ménages, comment on appelle ça, monoparentales, et les familles optimistes, c'est-à-dire celles qui pensent que l'optimisme triomphe sur l'expérience et se remarient avec enfants multiples. Et là, c'est tout aussi compliqué de se loger. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, les prix baissent de 30%? Non, c'est une crise dramatique. Faut-il être absolument propriétaire? Oui, je te rejoins. C'est effectivement un souhait logique et rationnel. Maintenant, faut-il être propriétaire aujourd'hui comme on l'était il y a 20 ans? La question se pose. Ça serait préférable, mais c'est plus possible. Alors, je vais juste faire le parallèle. Une voiture qui valait 100 000 francs en l'an 2000, c'est-à-dire 15 000 euros, c'était une voiture de luxe. Aujourd'hui, elle vaut 55 000 euros, entre 50 et 60 000 euros. Comment ont fait les constructeurs de voitures? Ça a augmenté 5 fois. Le logement n'a augmenté que 2 fois. Il n'y a pas de baisse de vente. Ils ont trouvé le moyen de financer différemment. En fait, les gens vous disent, j'ai acheté en location. C'est le fameux leasing, finalement. J'ai acheté en leasing. Alors, mais supprimez le mot leasing et dites ce qu'ils ont acheté, quoi. Et personne ne s'interroge sur, finalement... Et en plus, ce qui est assez intéressant quand on fait le parallèle avec l'appartement, enfin une maison, c'est qu'une voiture, au bout de 10 ans, ça vaut 0, alors que de l'immobilier, ça vaut généralement plus cher. Donc en plus, on pourrait gagner. On pourrait gagner. Donc effectivement, il faut repenser le modèle de la propriété. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que là, je vais l'annoncer d'ici très peu de temps. Moi, je propose une offre que j'ai déjà mise en place il y a quelques années dans les Hauts-de-France, où la personne achète pour le prix d'un loyer. Elle achète pour le prix d'un loyer parce qu'elle n'achète pas la pleine propriété, elle achète la propriété totale, mais pour 25 ans. Et donc, ça permet de baisser très fortement le prix et elle paye la même chose qu'un loyer. Mais au bout de 25 ans, elle a consommé. Mais le système est ainsi fait que soit la personne a les moyens dans un deuxième temps d'acheter cet appartement, parce cette qu'elle peut avoir envie de bouger, être parce mobile. Les mobiles, en général, on le sait très bien, les gens restent 8 à 10 ans dans le même logement, parce que la vie est ainsi faite que, heureusement, on déménage, et pas qu'en logement d'ailleurs. Et à ce moment-là, on lui dit, on te rachète le prix à un prix qui est convenu d'avance et qui permet à une foncière de gagner de l'argent. Et la personne, au lieu d'avoir un loyer
perdue, jetée par la fenêtre, va récupérer entre 30 et 40% du montant de ce qu'elle aura payé. C'est la finance utile. Donc une solution que vous avez présentée au club des penseurs Une notamment. solution que j'ai présentée et que je suis en train d'industrialiser aujourd'hui. D'industrialiser. Monsieur Musard, quelle réaction par rapport à ça et si on se projette aussi plus largement, quelles autres solutions on pourrait avoir? Sur ce qu'évoque Xavier, on peut très bien imaginer. Alors là, je vais prendre un exemple, je vais tout de suite arriver sur le sujet du bien vieillir en France et notamment du financement des EHPAD. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 600 000 chambres médicalisées à l'horizon 2040, c'est-à-dire dans moins d'une vingtaine d'années, on aura besoin de 1 million de chambres. Aujourd'hui, le financement, c'est 40% du public, 60% du privé, dont, on va dire, sur ces 60%, plus de 50% par de grosses foncières. Bon. On peut imaginer à terme, notamment sur la partie financement EHPAD, un modèle, effectivement, où les familles peuvent investir, finalement, dans les chambres médicalisées, et récupérer à la sortie des personnes concernées une partie, entre guillemets, de l'actif. Voilà. Ça permettrait d'avoir un système incitatif pour que le privé puisse investir notamment dedans. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une retraite médiane de l'ordre de 1 800 €, le prix médian d'une chambre médicalisée de l'ordre de 2 000 €, il ne va pas baisser, vraisemblablement. Tout le reste, c'est financé soit par les familles, soit par la collectivité. Donc mathématiquement, de toute façon, si on double les besoins, sans compter ce qu'il y a a priori et a posteriori, il va falloir beaucoup de financement. Alors, si on se projette à moins de 20 ans, on sait qu'on va avoir à peu près 10 millions de personnes qui auront plus de 75 ans et un Français sur 4 aura plus de 65 ans. Donc sera potentiellement en retraite. Et on voit que le sujet est d'actualité puisque le gouvernement a déjà lancé les manœuvres à ce sujet, notamment sur la solidarité intergénérationnelle. Et c'est là que c'était très intéressant quand on était au club, c'est que chacun a sa vision par le prisme de son professionnalisme et de sa trajectoire personnelle dans l'immobilier, une pierre à apporter à l'édifice sur les 17 prochaines années pour effectivement adapter l'ensemble des logements en fonction des territoires, qu'on soit sur les grandes métropoles, à la campagne, etc. Donc ça peut être des ascenseurs. Ça peut être effectivement dans les nouvelles constructions consacrées, je ne sais pas, 10 à 15% du parc avec des chambres ou peut-être des appartements qui sont adaptés au grand âge. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer sinon? À un moment donné, on va encore solliciter l'État et l'État devra réagir dans l'urgence. Et qu'est-ce qu'il va instaurer? Il va dire tiens, on retire encore 1 ou 2 jours fériés par solidarité nationale. On remet la vignette automobile. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les acteurs, notamment ceux du logement, ne peuvent pas agir dès aujourd'hui, effectivement, sur cette problématique, qui va être la problématique des années à venir, on va se retrouver totalement dans la panacée. C'est ce qu'on disait aussi un petit peu tout à l'heure, cette capacité des professionnels à agir ensemble, cette capacité à inventer, à innover, mais voilà, il faut aussi ce petit coup de main derrière de l'État, de cet accompagnement. Henri, vous le disiez tout à l'heure, mais les moyens sont là dans cette nécessité d'innover, de rechercher des nouveaux modèles. Il faut arrêter de penser comme on pensait il y a 50 ans. Oui, bon, Xavier est très innovant. Bon, il nous a secoué un peu. Il l'a fait là, il l'a fait dans un groupe de réflexion. Bien évidemment, on manque d'innovation. Voilà. Que ce soit les établissements financiers qui en ont la capacité, l'intelligence, mais si vous voulez, on renouvelle les pratiques parce que ça fonctionne. Dans tous nos métiers, on fait ça, c'est évident, qu'on soit constructeur de maisons individuelles, financeur,
conseil en gestion de patrimoine. On voit bien que ces modèles-là doivent être remis en question. Ils doivent l'être sur le mode de propriété. Alors, il ne s'agit pas de dire, moi je ne crois pas ça, ceux qui ont une approche sociologique le savent, dire les Français sont plus intéressés par la propriété. Encore une fois, quand je parlais tout à l'heure de discours dominants actuels, on a entendu des choses qui allaient un peu dans ce sens-là. Je crois que c'est tout à fait faux, les études le démontrent. Il y a une volonté d'être propriétaire. Alors, de la même manière qu'avant, non. Est-ce qu'on veut être propriétaire définitivement ou le temps de l'usage qui nous est imparti, ça peut être 25 ans, ça peut être 12 ans, oui, bien sûr. Est-ce que la protection de l'avenir, la préservation sous l'angle de l'épargne forcée reste valable? Évidemment. Mais pas forcément sous la forme ancienne de on va avoir une épargne forcée parce qu'on va rembourser sa banque pendant 25 ans ou 30 ans, pas forcément. Voilà, donc il y a bien des mécanismes patrimoniaux à tous les âges, avec une ingénierie qui évolue, pour laquelle il faut parfois des adaptations légales, réglementaires. Parfois, elles sont là, on ne s'en sert pas. Hein. Il y a aussi des choses... voilà, Xavier fait partie de ceux qui créent un mécanisme, une start-up, et on s'aperçoit que la réglementation le permet. Parfois, il faut la faire évoluer, mais souvent, elle n'empêche rien du tout. Juste, on ne l'a pas fait, quoi. Voilà. Et il faut répondre aussi aux envies et aux besoins. Vous le disiez tout à l'heure, quand on dit que les Français ne veulent plus être propriétaires, finalement, il y en a quand même qui le veulent. Et il y a aussi cette inquiétude face à l'avenir, ce bien vieillir. Monsieur Musard, c'est aussi un point important. Quand on voit aussi ce qui s'est passé ces derniers mois autour justement de l'accueil des personnes âgées, cette nécessité de trouver un toit, bien vieillir chez soi, adapter son logement, c'est aussi des questions qui sont importantes. Effectivement, il y a deux choses à considérer. C'est qu'une société qui ne s'occupe pas du bien-être de ses anciens est vouée à disparaître. Bon, ça, c'est évident. Bon, après, c'est peut-être un projet de société, mais ce n'est pas celui que je partage. Se rappeler que les anciens de demain, c'est nous. Le deuxième... Oui, vas-y. Le deuxième élément, c'est sur la propriété privée. Évidemment, ça reste quand même une partie intégrante du rêve français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut se projeter dans l'avenir et qu'on se voit vieillir, on se voit plus facilement vieillir chez soi que vieillir autre part. Enfin, et si il ne faut pas rompre cette partie du rêve français, parce que c'est aussi le socle du vivre ensemble. C'est qu'il y ait cet espoir de pouvoir être propriétaire. Alors qu'on trouve de nouveaux modèles, pourquoi pas, mais ceux qui disent qu'ils ne veulent pas être propriétaires, je pense qu'il y a une forme de résignation. Parce qu'il y a cette fierté qui fait partie aussi de notre identité. Et je pense tout le monde a vraiment le souhait de devenir propriétaire. Et il faut effectivement trouver ce modèle qui fait que voilà, on a confiance en un avenir qui semble si incertain aujourd'hui, quoi. Monsieur Lépine, vous vouliez ajouter? Je pense que, puisqu'on parle du début jusqu'à la fin du cycle, si je puis dire, il y a la propriété progressive et la propriété régressive. En fait, quand on parle des personnes âgées, voilà, le prêt avance mutation, c'est-à-dire de dire j'ai un bien qui vaut X centaines de milliers d'euros et je vais pouvoir en mobiliser au fur et à mesure de mes besoins une partie. Puisque les Français ont fait de l'immobilier leur épargne, qui est très souvent leur unique épargne, eh bien, il faut pouvoir la liquéfier progressivement. Vous avez beaucoup de pays où vous le faites en ligne. Sur Internet, j'ai un bien qui vaut 500 000, j'ai besoin de payer 80 000 euros, 100 000 euros l'accès à quelque chose, et bien je fais une avance qui sera prise sur le montant de ma succession. Ce qui est quand même mieux que de demander à ses enfants, qui d'ailleurs ne peuvent probablement pas. L'histoire du pré-avance mutation, il s'est appelé rénovation. D'abord, il est dans la loi climat-résilience. Ça ressort dans le plan gouvernemental, encore un sujet. Sauf que ce n'est pas abouti, il n'y a rien de clair. Mais l'intuition du gouvernement, c'est de dire ce plan
ce prêt fondé sur le patrimoine d'une personne qui peut être une personne âgée ou une personne modeste, mais qui en tout cas n'a pas les liquidités pour faire les travaux, parce que c'est parti du besoin de rénovation énergétique, mais qui peut avoir d'autres besoins d'une autre nature. Eh bien, ce prêt fondé sur un bien dont on est propriétaire, il ne marche pas depuis Climat Résilience. Les banques n'ont pas suivi parce qu'il est trop complexe, enfin il y a des choses à améliorer. Mais on voit bien que le concept, il est bon. On a parlé à une époque d'hypothèque inversée aussi. Il y a eu tout un tas d'outils avec des ingénieurs financiers du côté du crédit foncier à l'époque qui ont développé ça. C'est toujours très marrant de voir vos réactions, non, monsieur Lépine. ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand on puise dans l'histoire, on voit que certaines choses n'ont pas marché, mais parce que le reste marchait bien. Quand le reste marche bien, tout ça apparaît comme des niches, on s'en fiche un peu. Quand on en est à additionner les solutions, parce que les fondamentaux économiques ont changé, et que, oui, aujourd'hui, vous allez demander à quelqu'un qui a 65 ans de trouver 40 000 euros pour rénover son logement en copropriété ou sa maison individuelle, quand ce n'est pas 60 ou 70 000 euros, comment va-t-on faire? Et là, on se dit, tiens, il faut réfléchir. Un ménage qui a de faibles revenus, qui n'a pas de patrimoine, il est primo-accédant, il a acheté un logement qui est mal classé, il doit trouver une rallonge de 40 000 euros, il les trouve comment? Il se trouve qu'il a un patrimoine déjà, qu'il a commencé à rembourser, et peut-être, pour ainsi dire, terminé de rembourser. Donc, voilà, on entre dans des mécanismes d'ingénierie, comme on dit pompeusement, hein, de malice, là où on s'accommodait du prêt hypothécaire ou du prêt avec garantie, qu'on a tous souscrit ici, ou en tout cas sans doute une partie d'entre nous. On voit les choses différemment. Pour les plus jeunes, pour les plus âgés fragiles, avec encore une fois la conviction qu'être propriétaire de quelque chose à un moment donné est une solidité. Ça, c'est certain. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un renouveau, on en a parlé aussi en groupe de travail, du viager. Oui. Hein, bon. Le viager a fait sourire. Bon, il a fait sourire parce qu'il y a eu un film célèbre, mais il faut le regarder, le film est intéressant, le film de Tchernia. Mais très sérieusement, c'était quelque chose dont on se méfiait, c'était un pari sur la mort. Ce n'est pas un pari sur la mort aujourd'hui, c'est un mécanisme patrimonial de sécurisation de ceux qui ont besoin notamment de soins parce que leur âge va l'exiger. Moi, je pense qu'il faut revenir là aussi très globalement. En 1970, l'âge moyen du décès, c'était 72 ans. Donc, et l'âge moyen de l'âge de la retraite, c'était 67. Donc on voit bien que les chiffres n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Bon, donc autrement, et ce qui veut dire que, très concrètement que l'âge de l'héritage était plutôt entre 35 et 40, c'est-à-dire un âge où effectivement les familles se constituaient. En plus, elles étaient moins monoparentales qu'à l'époque que maintenant. Et donc le système pouvait fonctionner en dehors du fait que le logement était accessible naturellement par les revenus. Il y avait effectivement un héritage anticipé, anticipé par rapport à aujourd'hui. Un héritage qui permettait de pouvoir investir après. Donc là aussi, de dire à ses parents, bon, t'es sympa, il va falloir que tu nous donnes que tu vendes ton appartement pour ta maison pour nous donner de l'argent maintenant, c'est difficile. Par contre, faire une avance sur héritage qu'on appelle qui s'appelle avance sur mutation, une seule certitude, c'est qu'on va tous mourir un jour. Donc, vaut mieux le faire maintenant que, à la limite, les enfants payent les intérêts de la dette contractée et ça leur permet d'avoir un apport considérable. On n'arrivera pas par des solutions avec un allongement de la durée de la vie tel qu'on le connaît et avec le prix de l'immobilier là où il est, par des modèles classiques. Je veux dire, c'est effectivement la propriété régressive, qui n'est en fait jamais qu'une transmission anticipée de la propriété, est une réponse, et elle ne vient léser personne, bien au contraire, elle permet de satisfaire plus rapidement son mode de vie. Et la propriété progressive, qui est le schéma que je défends pour ceux qui ne sont pas seniors, c'est-à-dire à peu près tout le reste de la population, a tout autant de sens dans un monde où on a objectivement déconné. Faut être juste réaliste, quoi. Peut-être pour ces quelques minutes qui nous restent, il nous reste 3 minutes pour conclure. Peut-être Henri, on le disait, donc
une nécessité, on l'a vu dans la table ronde aussi d'avant, d'avoir des mesures d'urgence que finalement on n'a pas trop eu. Une volonté quand même de se projeter loin. Ce sujet essentiel du logement aujourd'hui. Et peut-être, voilà, on a des crises aujourd'hui. On dit toujours, dans les crises, il y a des opportunités. Il ne faut pas les gâcher. Il faudrait se garder, en effet, de se dire... vous voyez, ça c'est une recommandation d'Emmanuel Macron. Bon, vous avez lu l'interview dans Challenge, bon, moi je l'ai lu, relu. Il y a des choses sous ce qu'il a dit qu'on ne peut pas nier. Il a donné le sentiment, à un moment donné, de dire qu'il faut retirer les perfusions, ce secteur il est assisté. Oui, mais on en a parlé. Si perfusion il y a eu, c'est aussi parce que c'était de l'antidouleur, une fiscalité excessive qui manquait d'intelligence, d'équité, des prix qui ont cru parce qu'on n'a pas su les maîtriser, et donc on a donné de l'oxygène comme ça, que ce soit aux locataires, aux accédants. Il a balayé d'un revers de main 40 ans de politique un peu à bon compte. Mais il y a une pétition d'imagination, de créativité de la part des acteurs. On sait qu'Emmanuel Macron, parce qu'il est cortiqué comme ça, il attend ça de la filière, de nous, et il ne faut pas qu'on s'empêche de faire ça. On a essayé d'aller dans ce sens, quelles que soient les réflexions qu'on a menées, notamment là-dessus. Et vous voyez, ça ressort, j'évoquais le BRS tout à l'heure, c'est aussi une façon qui aurait dit, il y a 10 ans, moi aussi j'en ai souri il y a 10 ans ou 20 ans, vous savez, les ménages, ils vont être propriétaires que du bâti et puis ils vont louer le foncier. Oui, on voyait ça un peu côté anglais, en se disant, Bon, oh voilà. là là, c'est dingue, ils sont pas propriétaires. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Même, voyez-vous, un sujet qui exige d'être maîtrisé, les locations meublées touristiques de courte durée, bon, Airbnb en français. Une fois qu'on a dit, tout ça c'est affreux, mais l'utilisation pendant 90 ou 120 jours, c'est 120 jours aujourd'hui qui sont autorisés, de sa résidence principale, qui aurait dit à une époque, mais la résidence principale, on va autoriser les gens à en faire tel ou tel usage lorsqu'ils ne l'occupent pas. C'est très innovant en fait, c'est très innovant. Et cette start-up, Airbnb, il y en a d'autres, ont eu raison de développer ça. Hein, non mais voilà, ont eu raison de développer ça. Après, il y a des excès dans tous les domaines, il faut les maîtriser, il faut les cantonner. Idem, si on dit on va découpler le foncier du bâti, si le foncier, on le laisse dériver et que la location du foncier atteint des niveaux incontrôlés, ça n'ira pas. Donc tout ça exige une grande maîtrise. Mais on est dans l'innovation et on s'en est trop privé jusqu'à présent, elle est nécessaire. Ça, c'est de la refondation. Le R de CNR, c'est de la refondation. C'est revisiter, c'est remettre à plat et inventer pour les 20 ans ou 30 ans à venir. Et puis, bien sûr, il y a l'urgence, parce que une fois qu'on a dit ça, le ménage qui... Vous savez, il y a 5 grandes causes, moi je le rappelle à l'envi, il y a 5 grandes causes d'achat d'un logement ou de recherche d'un logement. Il peut être locatif. C'est naissance et décès, c'est des causes opposées. Hein. C'est un ménage qui se constitue ou une séparation, et c'est la mobilité professionnelle. Et vous enlevez les 10% de résidence secondaire, c'est une autre logique hédoniste. Ça, c'est ce qui motive que... Et donc, un ménage aujourd'hui dans lequel il y a un enfant qui va naître, dans 2 mois, dans 3 mois, eh bien, on ne va pas lui dire, écoute, on est en train de refonder la politique du logement, alors on fait de l'ingénierie, on revient vers toi. Bon, c'est pas possible. On vous rappelle. On vous rappelle, il y a le besoin, à l'instant où on parle, pour à peu près 40% des ménages qui n'arrivent pas à acheter ni à louer, c'est ça, hein, la louche. Hein, bon. Et c'est ce que le marché a perdu en vigueur. Eh bien, ces 40%, une petite moitié des Français, on leur doit d'agir tout de suite. C'est de l'urgentisme. Mais en même temps, et là quand le président dit on ne tombe pas le moteur en temps de crise, c'est dans l'interview chez vos collègues vos confrères de Challenge, non. Il faut faire, c'est le en même temps, voilà. Il faut faire les deux à la fois. Alors on s'est employé à le faire dans nos réflexions avec des propositions tir court, tir long. Le CNR l'a fait aussi. Et à cet égard, je vais vous dire franchement que c'est une période assez exaltante. Voilà. Ouais. Alors, il y a des moments de déception. Hein. Hier, c'était un peu un moment d'abattement, de colère. On continue le combat avec la volonté de trouver ce qui tout de suite va donner de l'oxygène et ce qui, sur le long terme, va nous rendre fiers parce que pour les générations futures, on aura trouvé des solutions
plutôt intelligente. Et on le sait en tout cas dans le club de penseurs, vous continuerez tous ensemble à pouvoir réfléchir là-dessus. Merci à Se Loger aussi d'agir comme cela aussi à nos côtés également. Oui, On est parce que très c'est pas contents. évident qu'un acteur économique, ça Ouais. je le redis, c'est un hommage à Se Loger, il y en a quelques autres qui font ça, ils ont copié j'ai l'impression. Mais sérieusement, on est un acteur économique, alors on vend des moyens de commercialiser des logements, etc. On fait son job, ou on est promoteur, on est ceci et cela. Et prendre le temps de dire on va créer des espaces de réflexion, c'est-à-dire prendre de la hauteur. Il n'y a pas de rapport immédiat, hein. Il n'y a pas de rapport immédiat. On est quelques-uns à faire ce pari. Eh bien, ça mérite d'être loué, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, gagner de l'argent d'un côté, c'est bien. Se dire qu'on va créer les conditions durables que le marché tourne, ben, c'est assez noble. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut le saluer. En tout cas, on continuera nous aussi en tant que médias, en tant qu'événement aussi à vous suivre. Merci à vous tous. Je pense qu'on peut vous applaudir. Ça peut être peut-être vous inviter Thomas et les membres du club qui sont présents peut-être pour une petite photo. Et puis si vous le souhaitez. Et puis en tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui lors de ces Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Ainsi s'achève notre session de conférence. On continue à agir ensemble pour demain, pour l'avenir. Merci à tous.